Bonjour, bienvenue dans l'émission Remettons les pendules à l'heure, ce lundi, donc 11 septembre 2023. Alors, comme vous pouvez le constater, aujourd'hui, vous ne me voyez pas dans la petite lucarne habituelle parce que j'ai un problème de caméra. Mais j'ai pas voulu retarder donc cette émission du fait, et bien évidemment, donc du séisme au Maroc, pour lequel je voulais pouvoir exprimer assez rapidement donc mes condoléances au peuple marocain et aux Français également, qui ont soit de la famille, soit des amis là-bas, des Français d'origine marocaine, mais pas que. Il y a aussi des touristes habitués du Maroc. Il y a des retraités qui vont prendre leur retraite aussi au Maroc, etc. Donc un pays ami. Euh, voilà. Le bilan est très lourd, comme tout le monde le sait. Nous avons dépassé les 2000 morts. Il y a aussi tout autant de blessés. Et on ne sait pas si ce bilan ne risque pas encore de s'alourdir. Alors, pour avoir une note un peu positive, je tiens à rappeler ce qui est un leitmotiv un peu d'une philosophie donc défendue sur ma chaîne Écolo-Banvisme, à savoir qu'il faut toujours être sur ses gardes. D'un bien peut naître le mal, mais également, c'est à nous de faire en sorte que d'un mal, un bien puisse naître. C'est-à-dire, face à cette hécatombe, réfléchissons, prenons le temps de la réflexion pour agir, pour protéger le vivant. Le risque sismique est toujours sous-évalué. On vous parle constamment du réchauffement climatique et on se contrefiche de savoir que vous avez une urbanisation très importante qui en fait, bon là je ne parle pas du Maroc, hein, je parle d'autres pays qui se trouvent sur ce qu'on appelle par exemple la ligne de feu, c'est-à-dire vraiment la zone de fracture, donc à haut risque volcanique. Aucune mesure est prise. Il y a des endroits où la seule solution serait l'évacuation des populations. Dans d'autres, je pense que ça doit être largement le cas au Maroc, eh ben, il faudrait probablement mettre en place partout des normes sismiques, mais avec des normes à la japonaise et non pas à la turque, par exemple. Pour ce qui est du risque, je vous rappelle, nous avons une nécessité de solidarité en dehors du devoir humanitaire, de simple intelligence, on va dire, car aujourd'hui le Maroc est frappé, demain ça peut être l'Italie et le sud de la France. Je vous rappelle l'existence de la caldeira, par exemple, des champs pèlerins. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, une petite minute, on va faire un petit passage. Voilà, donc vous voyez, vous pourrez retrouver l'article sur le temps, les champs flégréens. Donc c'est dans la mer, mais une partie sur terre, une partie en mer. Donc avec des risques évidemment de vaporisation aussi d'eau bouillante, de tsunami, de tout ce que vous voulez associé, hein. Donc une potentielle éruption catastrophique, parce que là, ça ne serait pas un volcan, ça serait pire que le Vésuve qui détruisait Pompéi. C'est une caldeira. Une caldeira, c'est-à-dire que vous avez une immense chambre magmatique sur des kilomètres de longueur et de largeur qui peut s'effondrer. On a par exemple l'exemple de la caldeira du Santorin. Vous savez que le Santorin, bon, vous avez une série d'îles qui entourent une espèce de rond où il y a la mer. Ben, ce rond, avant, c'était de la terre, hein. C'est l'effondrement de l'île suite à cette caldeira. Donc voilà, pour avoir le même genre de problème, bon, on sait qu'on est dans un nouveau cycle. Alors, comment les scientifiques le savent? Ben, c'est l'observation du magma, parce que comme vous voyez, il y a des fumerolles, il y a toujours un peu de magma qui est très,
très proche de la surface, et donc qui change de composition quand une éruption se prépare. Alors, elle ne devrait pas être pour tout de suite, mais on sait qu'on est dans un nouveau cycle. Hein, c'est absolument pas mis en sommeil. Alors, c'est très espacé, mais peut-être bien qu'un de ces jours, le risque est tellement immense qu'on ne peut pas le négliger, et c'est tout de même celle-ci qui montre le plus d'activité à l'heure actuelle. Après, ben, vous avez aussi Yellowstone, hein, aux USA, hein, qui par là peut mettre même en danger carrément la vie humaine par un hiver volcanique qui pourrait toucher la majorité des terres qui se trouvent dans l'hémisphère nord. Or, la plupart des terres se trouvent dans l'hémisphère nord actuellement. Donc, on a déjà constaté, par exemple, des mouvements de terrain de plus de 2 mètres à certaines périodes, de 50 cm ces 13 dernières années. Ça bouge. Hein. Donc, réchauffement climatique, eh bien, c'est intéressant d'y penser, mais pas que. Et alors, il y a eu une question intéressante par une journaliste marocaine qui disait le lien réchauffement climatique, tremblement de terre, est-ce que ça existe? Alors, non, pas directement là pour ce qui est par exemple de l'Atlas, mais par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque vous avez, comment dire, vous avez un réchauffement climatique, si ce réchauffement climatique induit un réchauffement des océans, on y est quand même pas loin de ce scénario-là. Hein. Je vous rappelle que le méthane est relargué aussi par les eaux en Antarctique Nord, hein, dans les zones polaires. Vous pouvez avoir ce qu'on appelle une dilatation thermique de l'océan, c'est-à-dire que, étant plus chaud, l'eau occupe un plus vaste volume, donc la pression sur les plaques tectoniques diminue. Si vous avez une diminution de pression, eh bien, vous avez des petits mouvements sismiques qui vont augmenter. On sait que nous sommes en observant dans une période où les petits mouvements sismiques sont augmentés, où les événements sismiques aussi comme au Maroc, ont tendance à se rapprocher en faisant un grand nombre de morts. Hein. Je crois que c'était 820 000 morts, là j'ai entendu récemment, là, qu'il y a eu en Chine la dernière fois, lors du tremblement qui a été le plus mortel, mais on en a en Turquie, etc. Donc il y a une augmentation en ce moment, hein, ça bouge. Hein. Depuis déjà le fameux tsunami, vous savez, qui avait submergé, je crois que c'est en 2004, je ne me rappelle plus très bien. Mais depuis ce moment, on constate des mouvements tectoniques qui augmentent. Or, plus ça bouge, plus ça peut favoriser des événements, je dirais même pas catastrophiques, mais cataclysmiques, puisque c'est à l'échelle du continent, si ce n'est à l'échelle de la planète, que l'humanité sera mise en danger, parce que ceux qui crèveront, qui ne seront pas tués directement par les cendres ou par l'eau en ébouillante, par les nuées, eh bien pourrait l'être par la famine liée à l'hiver volcanique, c'est-à-dire que la lumière solaire n'atteint plus les sols. Ça, c'est déjà vu dans l'Antiquité, et cela va entraîner donc justement une très forte mortalité. Donc, on pourrait avoir une très forte mortalité. On dit même que la Révolution française est liée à l'éruption, vous savez, du volcan islamique, où il y a eu des hivers très rigoureux, des absences de récolte précisément, et ce manque de récolte de blé qui a favorisé donc la grogne et la révolte de la Révolution française. Donc, oui, si nous avons, par exemple, ce réchauffement climatique, cette augmentation de sismité qui persiste, eh bien, on peut craindre qu'on ait une accélération donc, de l'évolution du cycle qui concerne la caltéra de Yellowstone, des champs Félégria, et plus ça bouge,
plus vous avez des risques que ça bouge ailleurs encore sur la planète. Donc après, ça peut être aussi la caldeira de Yellowstone. Enfin, on ne sait absolument pas prévoir de manière précise le risque, ni dans son ampleur. Mais c'est tellement immense qu'on devrait bien s'en soucier. Alors, on doit avoir une solidarité, évidemment, vis-à-vis des populations touchées par toutes ces catastrophes. Je vous dis aujourd'hui le Maroc, demain ça peut être quelqu'un d'autre. Je vois avec satisfaction que vous avez les régions du sud de la France qui se sont tout de suite portées volontaires, qui vont aider le Maroc. Je crois qu'il y a 5 millions de francs qui vont être débloqués pour aider le Maroc. Mais à côté de ça, eh bien, alors, il y a aussi, donc, ce que je voulais dire, la nécessité d'une coopération pour l'usage de l'énergie solaire géothermique du Sahara afin d'épargner des zones agricoles qui peuvent être profitables aussi bien à l'Europe qu'à l'Afrique du Nord. Puisque je vous ai dit, si on a une catastrophe, c'est les terres agricoles qui sont menacées. Il serait donc important de pouvoir faire des réserves de blé pour pouvoir, pendant quelques années, donner le minimum de céréales, qui est l'aliment le plus facile à conserver. Pour les protéines, il suffit d'ajouter un peu de levure alimentaire, de levure de bière, qui contiennent les acides aminés essentiels. Donc on peut avoir un régime végétarien là, pendant cette période-là. Mais il faut des stocks. Et tout ça, aussi bien la levure que les céréales, elles n'ont pas besoin d'être mises au froid. Les conservations sont très faciles. Hein. Donc on pourrait protéger, faire des stocks de céréales pour protéger les populations. Encore faut-il cultiver. Alors, bien en parallèle, quelle autre idée m'a inspiré? Donc, on va revenir sur l'image des tremblements, un instant. Voilà, en parallèle donc de tous ces morts, ce massacre architectural, qu'est-ce que ça m'a inspiré comme réflexion? Eh bien, en parallèle, si vous voulez, j'ai pensé aux émeutes. Les émeutes qui ont eu lieu cet été, suite à la mort de Naël, 17 ans, pour refus d'obtempérer, ce qui n'empêche pas d'autres jeunes d'ailleurs toujours de refuser d'obtempérer, hein, au risque de se tuer, mais surtout, en fait, ils revendiquent le droit de tuer des passants, ça revient à ça. Hein. Eh bien, donc, ces émeutes, on estime à 730 millions d'euros de dépenses. Eh bien, honnêtement, j'aurais préféré que ces dépenses soient mises au service du Maroc pour reconstruire et ainsi apporter notre pierre au dynamisme de ce pays pour ensemble pouvoir exploiter la richesse énergétique du Sahara. Alors, par la même occasion, eh bien, puisque tous ces émeutiers nous ont fait perdre beaucoup d'argent, moi, vous savez, bon, c'est ce que j'expliquais dans d'autres vidéos, c'est que, par exemple, l'esclavage est allé de pair avec le développement de l'agriculture, où il faut des bras. Eh bien là, dans un séisme, il faut des bras. Il faut des bras, il ne faut pas des compétences spécialement pour enlever des décombres, enterrer les morts, et même les morts, pardon, et même des manœuvres ensuite pour reconstruire, pour transporter les vivres dans les villages qui sont isolés, qui manquent d'eau, de vivres, de tout ce qu'on veut. Eh bien, moi, je verrai avec satisfaction nos émeutiers, tous ceux qui sont en attente de jugement parce qu'il n'y a pas de place dans les prisons, dans ces prisons qui sont surchargées et qui sont les temples de la radicalisation. Eh bien, tout ce monde-là, je leur proposerai de se racheter leur place en société. N'oublions pas le besoin de se sublimer de l'être humain. Je vous rappelle par exemple un Mohamed Merah, qui était une petite crapule, hein, de bon niveau, petit trafiquant, voleur, tout ce que vous voulez, et qui a voulu devenir une espèce de héros négatif en devenant un terrible terroriste.
en somme, qui vouait son âme au diable. Eh bien, au lieu de faire ça, sublimez, rachetez-vous une conduite en secourant le Maroc. Proposons à ceux qui sont des condamnations, amendes, prison, qu'ils soient également ceux qui sont en situation d'immigration illégale, d'être bien sûr encadrés, hein, pour travailler sérieusement, bénévolement, uniquement nourris, hein, et logés sous des tentes, pour reconstruire le Maroc, déblayer les tâches ingrates, comme je vous l'ai dit. Par contre, à l'inverse, il faut que nous pourrions ouvrir nos portes, puisque je disais justement qu'il fallait des internats pour accueillir les enfants qui étaient dans ces zones contrôlées par les dealers, et que les enfants ne soient plus au contact avec ces dealers, que s'ils font les cons, eh bien, même le week-end, ils se retrouveront à rester à l'internat. Eh bien, ces internats pourraient nous permettre aussi d'accueillir ces pauvres Marocains qui sont peut-être, je vois qu'il y en a certains, il y a eu des professeurs qui ont été tués dans le tremblement de terre, qui n'ont plus d'école, qui n'ont peut-être des orphelins également. Donc, pour accueillir ces jeunes, pour qu'ils puissent faire leurs études, au moins pendant quelques mois, voire une année, le temps que le Maroc se relève. Ça serait un beau lien de fraternité, de peuple méditerranéen. Donc, oui, accueillons ceux qui méritent de l'être, temporairement, pour qu'ensuite ils soient à même donc de poursuivre leurs études dans leur pays ou d'œuvrer pour la richesse économique de leur pays. Je pense aussi à ces gens qui sont donc à l'abri, comment dire, à la rue. Eh bien, il n'y a pas que des tentes, hein, il y a les hôtels. Et je pense que des gens qui ont tout perdu, bien au moins qu'ils soient bien traités, que les touristes rentrent chez eux, que les États aident le Maroc en dédommageant les touristes qui repartent plus tôt que prévu, et ainsi libèrent des places dans les hôtels ou dans une chambre pour un couple. Eh bien, ma foi, un couple et deux enfants avec quelques lits en plus pourraient être mis dans cette même chambre, hein. Donc voilà, hébergeons-les dignement, quitte à également les accueillir dans des hôtels de proximité. L'aide internationale doit aussi aider à héberger, parce que c'est au long terme, les gens dans d'autres situations que sous des tentes, surtout s'il y a des difficultés pour les approvisionner, si certains sont blessés, si certains sont profondément dépressifs parce qu'ils ont perdu des membres de leur famille. J'ai entendu l'histoire terrible de cette employée évoquée donc par son patron français, qui disait qu'elle avait perdu tout de même 17 membres de sa famille dans cette catastrophe. C'est monstrueux. Bien. Alors, après avoir évoqué ce petit drame, eh bien, on va évoquer les polémiques bien ridicules à côté, qui semblent bien ridicules, donc, de notre époque. Je vous demande un petit instant. Alors, on voit interdiction de l'abaya. La lycéenne en kimono, exclue de son lycée, a vécu un grand moment de solitude. Oui, c'est pas de notre faute, hein. Alors là, évidemment, la photo du monde, il vous montre ce qu'elle avait dessous et on voit pas trop le kimono. Mais enfin, le kimono tel qu'elle portait, c'est pas le kimono mis à la japonaise, c'est rien de plus, évidemment. On ne fait pas de différence avec une abaya, hein. Simplement, c'est croisé devant. Donc, eh bien, moi, ce que je vais dire, j'appelle ça des précieuses ridicules. Nous avons déjà eu à la Révolution française ce qu'on appelait les précieux ridicules, aussi, du vêtement, c'est-à-dire, non, on les appelait pas précieux ridicules, ceux-là, on les appelait les extravagants, ou je sais plus le terme.
Parce que, eh bien, puisqu'on avait supprimé les classes sociales, ils éprouvaient le besoin de se distinguer du peuple, justement, par des vêtements d'une extraordinaire extravagance. C'est ainsi, il y a des gens qui veulent se différencier des autres. Là, c'est un critère de pureté, soi-disant, habillés comme ça. Voyez là, les purs et les impurs sont à côté. Je sais plus quel terme on emploie, bon, bref. Euh, Encore un moyen, donc, de se mettre à part, au-dessus de la norme. Et puis, vous avez du même ordre, hein, les précieuses, alors pour le coup ridicule, comme à l'époque de Molière, avec un langage qui était particulier déjà à cette époque, dont se moquait Molière, qu'il appelait donc les précieuses ridicules. On voit ça avec les transgenres, les wokismes et compagnie. Donc tout ça, c'est l'orgueil humain. Rien de plus, vanité, vaine vanité. Moi, je pense que les adeptes de la baya, eh bien, si elles veulent se vêtir comme les bonnes sœurs, bien qu'elles fassent preuve d'œuvre de charité et qu'elles aillent au secours bénévolement des victimes, qu'elles laissent leur place en France à celles qui n'ont pas, ne demandent simplement qu'avoir un toit pour pouvoir étudier, par exemple. Bien, sur ce, on va parler d'autre chose. Ah, attendez, c'est vrai que bon bah j'ai changé l'image, tant pis. Je continue aussi donc sur l'histoire de l'abaya. Je suis personnellement favorable à une forme d'uniforme. Tant pis, je le reconnais. Une majorité paye pour un grand nombre, car ça semble un sujet dérisoire, mais c'est tout de même une remise en question de l'autorité de l'État et une occasion de fracturer la société, de contrôler les femmes, d'avoir une emprise sur les femmes et peu à peu, donc, islamiser la France. Donc, moi, ce que je propose, c'est, en tenant compte, bien sûr, des difficultés financières que peuvent avoir certains, c'est que tout ce qui est uniforme, eh bien, ça soit considéré, payé par les, comment dire, les allocations familiales ou ce qu'on vous donne en frais scolaires en début d'année. Hein, souvent, ça sert à rien puisque des fois, vous en avez, l'école fournit tout et ils ont encore de l'argent donné pour les frais scolaires. Eh bien, dans ces frais scolaires, il devrait y avoir l'obligation donc de fournir une forme d'uniforme bon marché, une blouse, ça coûte pas cher, et en été, alors blouse quand même confortable. Perso, j'ai l'expérience de la blouse pour avoir eu toute petite une blouse de coton, mais plus tard c'était la blouse de nylon, parce que ça revenait moins cher, je suppose. Mais malheureusement, la blouse de nylon, eh bien, ça tient chaud, hein. Alors, je préfère donc coton ou viscose ou mélange viscose-coton. Et troisième possibilité, relancer la filière du lin en France et rendre un uniforme donc étatique à base de lin, hein, par un établissement donc soutenu donc par l'État. Donc, où j'en étais de cet uniforme? Oui, en été, donc on peut avoir un t-shirt avec des manches qui tombent au-dessus du coude. Au-dessus, hein, je précise bien, pas au-dessous, au-dessus du coude, avec un petit blason, soit qui soit représentatif de l'école, soit de la ville, pour les petites villes où il n'y a qu'un établissement laïque. Puisque bien sûr, cette mesure concerne les établissements laïques. Et puis, on pourrait avoir pour le pantalon, eh bien, réclamer donc les survêtements de couleur noire ou bleue. Et également, donc, pour les filles qui le désirent, bon, ou le survêtement, ou aussi en été, la jupe.
Ah, pour les garçons, je disais aussi la forme garçon-fille d'ailleurs, hein, le short anglais, c'est-à-dire un short de toile épaisse, droit, qui arriverait donc à peu près au niveau du genou. Alors pour éviter les tricheries, eh bien, ça serait très simple. En fonction de la taille de l'élève, elle pourrait avoir le choix pour les jupes, par exemple, prenons l'exemple des jupes, entre la taille, mettons, 3 et 4, qui correspondrait pour avoir une jupe qui arriverait soit à peu près au niveau du genou, soit à 20 cm au-dessus de la malléole. Voilà. Donc, dans l'uniforme d'été, donc t-shirt, short anglais ou jupe. Bon. Oui, donc évidemment, avec la blouse, rien qui déplace de dessous la jupe, la blouse, évidemment, hein, si ce n'est à moins des pantalons qui sous forme de survêtements. Ah, excusez-moi. Donc là, on passe au sujet du steak végétal. Vous savez, donc un ministre a déclaré donc qu'il voulait plus de cette appellation. Il a raison. Les protéines végétales sont différentes des protéines animales. On a ce qu'on appelle les acides essentiels aminés, les acides aminés essentiels. Essentiels parce que l'organisme ne les fabrique pas, notre organisme en tout cas, à partir des végétaux. Et il nous faut donc un apport carné pour, des protéines d'origine animale pour avoir ces acides aminés, bien que certains végétaux en contiennent plus que d'autres. Hein. Par exemple, je pense au soja. Moi, ce que je propose, c'est qu'effectivement, on appelle plus ça steak, mais pavé protéiné, enrichi ou non en acides aminés essentiels. Je m'explique. On peut additionner, par exemple, de la levure de bière. Ou bien, on peut dire aux gens, prenez, achetez de la levure bière et vous saupoudrez sur vos salades, vos soupes, etc., qui vous apporteront ces acides aminés essentiels, puisque la levure de bière, la levure contient également des acides aminés essentiels. Ce sujet, donc, c'est une question d'appellation, je suis d'accord, mais je ne suis tout à fait aussi consciente et j'approuve ceux qui luttent pour diminuer la consommation de viande. D'abord, pour la santé, ce n'est pas bon. Personnellement, je ne mange pas de la viande tous les jours, loin s'en faut. Il m'arrive de rester plusieurs semaines sans en manger. Vous pouvez donc... il faut manger un peu suivant ses envies. Hein. Mais ça, c'est certain, pas plus d'une fois par jour. Et pas considérer que si on mange du jambon, c'est pas de la viande. Non, c'est de la viande. Que ce soit sous forme de poisson, sous forme d'œuf, sous forme de levure de bière, sous forme, mis à part que la levure de bière, vous n'avez pas les graisses associées, de viande rouge, c'est tout la même qualité en ce qui concerne les protéines. Donc, il ne faut pas multiplier les prises pour des raisons de santé publique, puisque vous savez que c'est ce qui va favoriser les maladies cardiovasculaires. Hein. Ensuite, et puis également, donc la dégradation donne des produits toxiques pour le rein. Donc, quand on est vieux, c'est pas bon. Donc, c'est difficile aussi de changer son alimentation quand on est habitué après 50 ans. Donc, le mieux, c'est d'avoir des bonnes habitudes très jeunes. Et puis également, la viande est aussi très riche aussi en graisse. Donc, manger beaucoup de viande rouge, ça apporte beaucoup de graisse. Hein. Donc, le poisson, les poulets sont préférables. Les viandes blanches, quoi. Ce que je voulais rajouter encore, et la deuxième raison principale, hein, c'est tout de même le risque d'industrialisation de l'alimentation. Je suis contre l'industrialisation du vivant.
encore plus que les histoires d'halal, hein, où effectivement je préfère que la bête soit assommée, mais élever des vaches maintenant, on parle de vaches, dans des enclos comme les porcs, mais c'est de la torture, ce n'est rien plus ni moins que de la torture. Et un chien, un chat, un porc, il a un système nerveux aussi perfectionné en ce qui concerne la douleur. Il a lui aussi besoin de gambader. Qui n'a pas vu un chien heureux de se balader, hein? C'est de même pour tous les mammifères. Donc inadmissible. Donc respect. Et si on veut faire de l'élevage extensif avec la population actuelle, de même également, n'oublions pas que l'élevage est une source de déforestation. Hein. Donc il faut limiter la consommation de viande. On ne s'en portera pas plus mal. On peut, d'ailleurs, ça fait moins des surfaces étendues, hein, préférer la volaille, et c'est beaucoup plus sain, etc. Donc, oui, à ceux qui militent pour une diminution, donc surtout de la viande rouge, ce qui ne veut pas dire la mort de l'élevage, bien au contraire, mais une viande de qualité pour quand on en a envie, et un élevage extensif qui permet de garder des prés, qui permet d'avoir un engrais naturel, qui permet d'entretenir nos chemins, bref. Et la joie donc de nos campagnes. Alors un petit aperçu déforestation justement. Puisque pour moi, réchauffement climatique égale avant tout réchauffement et non pas les histoires de voitures électriques. Hein. Donc on va revenir là-dessus un instant. Alors, vous voyez Wikipédia, déforestation du bassin amazonien. Alors, vous verrez dans l'article, hein, vous avez tout de même eu le quart de la forêt amazonienne donc, qui a disparu en moins de 50 ans. Hein. Donc, ça ne peut pas rester sans conséquence, bien évidemment. Ce n'est pas la seule. Je vais vous faire voir un autre article. Alors, la forêt amazonienne, c'est tout de même la plus importante. Et c'est elle qui, justement, consomme le plus de CO2. Donc, il faut vraiment une politique de forestation partout. Et des arbres partout. Parce que je vous rappelle, la forêt, c'est aussi le moyen de lutter contre l'érosion des sols. N'oublions pas que très vraisemblablement, une grande partie de la migration européenne vers l'Amérique du Nord, eh bien, ça n'a pas été uniquement que les persécutions religieuses, ça a aussi surtout été la famine dans les campagnes. Et pourquoi ? Parce que, n'oublions pas, en France, c'est Napoléon III, donc ça fait quand même bien plus tard, qui a remis la forêt en France, hein, qui a lutté pour avoir des grands massifs forestiers qui, à cette époque-là, étaient déboisés en grande partie, parce qu'il a compris l'intérêt pour la protection des sols. Donc, premier des écologistes, le saint de l'écologie, Napoléon III. Oui, parce que lorsque vous déforestez, vous avez toutes les régions, par exemple, même qui sont cultivées, qui vont être enrichies en azote, alors surtout de nos jours, hein, on met de l'azote partout. Ça atterrit ensuite avec les pluies qui ne sont pas arrêtées, qui ne sont pas absorbées par le sol forestier. Ça dévale à tout va, surtout avec les routes qui sont imperméabilisées. Ça lessive les sols à grande eau et ça se retrouve où ? Dans les rivières, dans les estuaires. Cet azote, c'est de l'engrais formidable pour les algues. Les algues consomment l'oxygène. Les poissons n'ont plus d'oxygène. Et comme vous le savez, on déforestait. Donc c'est pour ça que les seigneurs se réservaient, eux, leur forêt avec leur gibier et que le paysan, bah, s'il voulait manger, il allait qu'à pêcher dans la rivière, s'il voulait un peu de protéines animales. Donc, plus de poissons dans les rivières, ça a été une cause donc de dénutrition de la population, donc mort de famine, mais aussi de dénutrition, c'est-à-dire comme en Afrique, parce qu'on n'avait plus de protéines. Donc ça a été une cause de famine importante
et donc de migration vers l'Amérique du Nord. Maintenant, on ne peut plus migrer nulle part, hein. Alors nos sols, on a peut-être intérêt à les protéger. Alors, je ne sais pas, oui, je ne vous ai pas parlé donc du lien. Justement, effectivement, la journaliste marocaine n'a pas eu tout à fait tort de poser la question. On ne va pas dire que c'est le réchauffement climatique qui provoque évidemment ce tremblement de terre au Maroc. Non. Mais par contre, il est vrai que si nous avons un réchauffement climatique, et je vous rappelle qu'en Atlantique Nord, on a le méthane qui s'évapore par bulle donc dans l'océan polaire, qu'on a le permafrost qui fond, donc ça a l'air d'être déjà bien engagé, hein. Eh bien, on va avoir ce qu'on appelle une dilatation thermique des océans. Donc dilatation thermique, c'est-à-dire, c'est pour ça qu'en plus de la fonte des glaces, ça va envahir un peu plus sur les terres, mais surtout, vous aurez une diminution de la pression sur les plaques tectoniques. Et si la pression sur les plaques océaniques diminue, eh bien, elles vont bouger un peu plus, elles auront un peu plus de liberté pour bouger. Ça va nous faire des tas de petits séismes. Et on sait que les petits séismes en engendrent des grands. Et comme par hasard, nous sommes, les sismologues vous le confirment, depuis déjà pas mal de temps, entrés dans une période où la sismicité de faible niveau est en nette augmentation et on voit également l'augmentation des grands phénomènes sismiques entraînant des victimes en grand nombre. Je vous rappelle, là on a 2000 morts, mais on en a eu 820 000 par exemple en Chine. Hein, là, ça a été rappelé récemment. Je ne sais plus en quelle année, mais c'est pas très vieux. Donc, si on arrive à ce stade-là, ce qui est à craindre, hein, eh bien, ça sera que nous ayons des phénomènes majeurs. Et quand je parle de majeur, c'est une catastrophe qui toucherait un continent, une catastrophe qui serait peut-être à l'échelle de la planète, avec 2 calderas qui sont donc à surveiller comme le lait sur le feu, celle des champs félégréens près de Naples. Naples, c'est donc la région de Naples, c'est 1,5 million d'habitants, qu'il ferait mieux d'habiter ailleurs. Hein, on devrait garder la vieux Naples avec ses rues étroites, impossibles à évacuer. On devrait garder juste pour le tourisme, tout ça, et les populations devraient être à l'extérieur pour pouvoir être évacuées beaucoup plus facilement. Parce que là, ces rues étroites, on ne peut pas évacuer. On ne pourra pas évacuer par la mer non plus, puisque je vous le rappelle, une partie se trouve dans la mer de la caldeira, donc vous aurez aussi des vapeurs, des nuages de vapeur bouillants qui vont aller sur les terres. Voilà, donc évidemment, on ne sait pas quand ça se produira, que si, que là, on est occupé par la baya, par exemple, tout ce qu'on veut comme autre connerie. Mais le jour où ça arrive, si on n'a rien prévu, eh ben, il sera trop tard. Parce qu'on ne pourra rien faire. On pourra que constater la disparition des populations. Bien, sur ce, eh bien, j'espère que nos gouvernements vont se donner la main pour agir donc dans l'intérêt à venir des populations et que les provocateurs, peut-être qu'on va trouver une solution pour qu'ils soient un peu plus raisonnables. Bonne journée à tous.